Bonsoir, merci de l'invitation et merci de ce beau morceau que nous venons d'entendre. Et merci Florent d'avoir pris le risque de me prendre pour avocate parce que ça risque fort de se retourner contre toi. Alors, l'héritage politique de la psychanalyse et le sous-titre pour une clinique du réel. Donc l'héritage politique de la psychanalyse. Hein? Ici, c'est bon? Si, mais alors c'est moi qui dois forcer ma voix. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une grosse voix qui veut venir lire mon texte? Alors, tous les mots comptent dans le titre de ce livre qui fait comme un effet de dépoussiérage. Mais le mot politique en est le cœur. Parce que Florent Gabaron le saisit dans tous ses sens et toutes ses acceptions. Il est au fondement de ce réel, mot par excellence ambivalent en psychanalyse, comme je ne vous l'apprendrai pas, dont il tente la clinique. Et le bouquin est tendu entre l'expérience du clinicien et le travail d'exhume du chercheur. Dans les deux cas d'ailleurs, on exhume, on fait sortir de l'enfouissement. Et ce qui sort de terre est loin d'être mort, puisqu'il a au contraire toute la puissance vitale et la force pulsionnelle du refoulé. Car Florent Gabaron interprète bel et bien l'histoire de la psychanalyse comme celle d'un gigantesque refoulement. Et de fait, la valeur historique du geste d'exhumation lui confère une vraie puissance thérapeutique. C'est sa valeur cathartique. Mais il montre en outre comment l'oubli du déterminisme historique, à l'œuvre dans tout un pan, et non des moindres, du devenir de la théorie analytique, est aussi, pour cette théorie même, un déni de la propre historicité de sa constitution, et des clivages que l'histoire, avec un grand H, a suscité dans le sein même de ses propres chercheurs. C'est en quelque sorte à une schizoanalyse du devenir de la théorie analytique qu'il se livre ici. Et la force du bouquin tient dans cette mise en abîme vertigineuse des dénis, des forclusions et des refoulements. Au sein de l'histoire, au sein de la théorie, au sein de la clinique, dans le traitement même des patients qu'elle a en charge, et enfin, au sein même de ses patients. Le livre s'ouvre à la fin de la Première Guerre mondiale sur le congrès de 1918 à Budapest, en Hongrie, où Freud, à l'invitation de Sándor Ferenczi, que vous avez très justement mentionné, proche à la fois de Freud et de Lukács, prononce ce discours sur la psychothérapie populaire. Je cite les phrases de Freud. On peut prévoir qu'un jour, la conscience sociale s'éveillera et rappellera à la collectivité que les pauvres ont les mêmes droits à un secours psychique qu'à l'aide chirurgicale. À ce moment-là, on édifiera des établissements, des cliniques, où l'on s'efforcera, à l'aide de l'analyse, de conserver leur résistance et leur activité à des hommes à qui on a laissé le choix qu'entre la dépravation et la névrose. Ces traitements seront gratuits. Peut-être faudra-t-il longtemps encore avant que l'État ne reconnaisse l'urgence de ses obligations. Si, vous avez bien entendu, le texte est de Freud.
ni de Lukács, ni de Gramsci. Et il est prononcé juste avant la révolution hongroise de 1919. Et Florent cite, à la suite, l'interprétation qu'en donne Ernst Federn au tournant des années 2000. Le psychanalyste ne peut pas éviter de s'engager pour des valeurs qui sont incompatibles avec la dictature, la détresse économique et la misère sociale. Il me semble que ceci résonne très fort pour nous, en particulier actuellement. Si la parole interroge les déterminismes sociaux, si le langage convoque le contexte historique du temps de l'éducation, si les jeux de pouvoir au sein de la famille intègrent et incorporent un vécu politique, celui-ci devient alors un véritable enjeu aussi bien de la recherche psychanalytique que de la question clinique. Il bat aussi en brèche toute prétention à la neutralité politique. Mais 3 niveaux vont devoir ici être distingués. 1. Celui des mutations de la pensée freudienne, qui ne se réduit ni à ce moment des périodes révolutionnaires en Europe, 1918-1919, ni à ce que Florent qualifie par ailleurs de pessimisme anthropologique à partir de la fin des années 20 et du malaise dans la culture, car ce qu'il met en évidence est effectivement une véritable rupture épistémologique entre les deux textes. Deuxième niveau, celui d'une histoire des idées psychanalytiques, qui ne se réduit ni à l'affectation de neutralité ou de scientificité induite par l'interprétation réactionnaire d'Ernest Jones, le biographe officiel de Freud, ni au bouillonnement qui produit la pensée marxiste de Ferenczi à Guattari, en passant par Reich. Troisième niveau, celui de l'interprétation clinique, qui ne se réduit ni à la focalisation exclusive sur le trio oedipien, ni à un pur déterminisme historique dénué de toute singularité subjectivante. Si l'héritage politique de la psychanalyse a donc été clairement refoulé, Florent Gabaron montre les effets de ce refoulement, à la fois dans un renoncement largement partagé à l'intervention sociale et dans un devenir de la pratique analytique comme pratique de classe, inaccessible aussi bien économiquement que symboliquement aux groupes réputés subalternes. Mais pour que cette partition puisse avoir lieu, il fallait précisément que s'opère aussi un désengagement théorique de la pensée analytique à l'égard de l'investissement sociopolitique. C'est ce désengagement que contestaient Deleuze et Guattari en publiant en 1972 l'Anti-Oedipe, dirigé comme une machine de guerre non pas contre la psychanalyse, au contraire, mais contre une interprétation réductrice de l'Oedipe qui l'enclôt dans la scène familiale. Et la psychothérapie institutionnelle, de François Toscaïès à Jean Houry, de la clinique de Saint-Alban à celle de la Borde, ouvre l'espace à un questionnement sur le fonctionnement pathogène des institutions et la possibilité d'y trouver des alternatives. À l'encontre de cette position critique et d'un investissement sociopolitique de l'analyse, Florent désigne la présentation de malades, dont il dénonce avec virulence les conditions réifiantes et les effets pathogènes, en évoquant l'assignation de Michael, construit comme cas et réduit à la neutralisation, dont il est le témoin atterré. On entre ainsi dans une scène du XIXe siècle,
traitant l'activité psychiatrique à l'image d'un amphithéâtre d'anatomie, et réactivant aussi bien l'atmosphère dominatrice des leçons de Charcot que les scènes terrifiantes du Family Life de Laing en 1969, où la jeune femme que l'on suit d'un bout à l'autre du film est au final livrée à l'institution hospitalière. Mais on sait que cette scène-là, celle qui tue psychiquement Michael, nous est contemporaine, et que si celui qui la relate en sort révolté au point de nous en livrer l'analyse la plus décapante, elle se poursuit pourtant bien avec la même violence dans les lieux de pouvoir psychiatrique où elle continue d'anéantir des patients. Mais Florent, par son livre, fait aussi exploser cet enclos dans l'espace même du cabinet du thérapeute, où des scènes se jouent dans lesquelles la parole a parfois moins d'importance que son interruption, ou son irruption, où le récit des positions, des gestes, des avancées ou des retraits, de l'usage des objets qui l'accompagnent. Car l'autre force du livre est l'équilibre qu'il parvient à tenir, précisément en associant les leçons quotidiennes de l'exercice clinique à la réflexion historique. Le récit qui tourne autour de la petite Lucille nous donne à voir ce thérapeute gêné, désarçonné, ne sachant trop que faire de la môme qui occupe et brouille l'espace sonore de son bureau, et de sa mère épuisée et perplexe. Que faire de ce diagnostic d'hyperactivité? Que faire des plaintes de l'institutrice? Que faire de l'assignation à n'être jamais qu'un élément perturbateur? Qu'en faire? Sinon chercher de quoi cette perturbation fait symptôme, et en quoi elle désigne une pathologie, qui n'est pas individuelle, mais familiale, sociale, historique, et dont le comportement de l'enfant fait signe. Et lentement se tisse autour de cet inconfort et de cette gêne une attente, une écoute, quelque chose qui ressemble à une disponibilité aux indices, puis à une forme de confiance qui va laisser percer la parole, produire les gestes, faire émerger une histoire qui n'est pas seulement familiale, mais convoque la violence politique liée à une histoire de la déportation et de la discrimination, et ses effets subjectivants, qui fait passer, pour reprendre les termes de Foucault, de l'assujettissement à la subjectivation. Ou, pour reprendre une formule de l'anti-Oedipe que je cite, la famille n'engendre pas ces coupures. Les familles sont coupées de coupures qui ne sont pas familiales. La commune, l'affaire Dreyfus, la religion et l'athéisme, la guerre d'Espagne, la montée du fascisme, le stalinisme, la guerre du Vietnam. Restaurer l'héritage politique de la psychanalyse, ce n'est donc pas seulement y réintroduire l'histoire, comme le souhaitait Castoriadis, mais faire de celle-ci un véritable moteur de la clinique. C'est aussi y reconnaître une généalogie des rapports de pouvoir qui remet en cause un certain nombre de légitimités établies. Et c'est croire, au final, à la puissance originelle de l'intention analytique, qui est celle de sa subversion, conditionnée par son propre renoncement au rapport de domination. C'est à cela que nous appelle ce livre, qui n'est rien d'autre que le ferment d'une histoire populaire de la psychanalyse.